Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvelle séance de lecture sur le fil du 21 octobre qui nous rassemble ici autour de l'ouvrage de Une sortie honorable d'Éric Vuillard, paru en 2022 chez Actes Sud. Et c'est donc notre collègue Raymond Michel qui va nous le présenter. Raymond est donc maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste du roman, grand amateur de romans contemporains, puisqu'il anime également à l'Université de Lorraine un atelier sur le roman contemporain. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui pour nous présenter le dernier ouvrage d'Éric Vuillard. C'est à vous, Raymond. Bien, bonjour tout le monde. Merci Cécile de m'avoir invité à vous écouter. Je vous suis depuis quelque temps. Merci à ceux qui m'écoutent et j'espère que mon exposé sera honorable. Vous me le direz à la fin. Voilà. Donc, je présenterai ce roman d'Éric Vuillard en suivant le plan que je vous ai envoyé dans l'exemplier. J'irai plus vite sur certains points parce que je trouve que le roman est intéressant. Pour commencer, je dirais que c'est un roman intéressant, non seulement par son contenu, bien évidemment, nous verrons qu'il porte sur la guerre du Vietnam et Dien Bien Phu, sur le colonialisme, mais aussi parce qu'il nous pose une question théorique. Et quand vous m'avez présenté, Cécile, une de mes passions, c'est aussi la théorie littéraire, voilà, et la philosophie, bien évidemment. Et une question qui se pose, c'est est-ce que la littérature peut concurrencer l'histoire? Pourquoi s'empare-t-elle de l'histoire? Quel est le rapport entre le roman, le récit et l'histoire? J'essaierai de répondre un peu à ces questions-là dans la discussion ou au cours de mon exposé. J'ai envoyé à Cécile un exemplier très fourni. Je ne lirai pas tous les exemples. Je citerai les numéros, je vous y renverrai. Éventuellement, ce sera plus simple et plus court pour comprendre où je veux en venir. Je commencerai par, tout en suivant mon plan, par dire quelques mots évidemment d'Éric Vuillard, pas sur sa biographie, mais en fait pour dire que lire un roman d'Éric Vuillard, mais c'est vrai pour de nombreux écrivains, c'est lire une œuvre aussi. Et son travail, bien évidemment, a une certaine unité, bon, et un rapport avec l'histoire depuis longtemps. En 2012, il publie La bataille d'Occident, qui porte sur la guerre de 14, Congo en 2012 aussi sur la colonisation, sur le découpage des colonies africaines. En 2014, il publie Tristesse de la Terre sur l'extermination des Indiens en Amérique. Évidemment, en 2016, pourquoi je dis évidemment, le 14 juillet, qui est un superbe récit sur la prise de la Bastille par le peuple. Évidemment, il est reconnu en 2017 avec l'Ordre du Jour, qui a le prix Goncourt, c'est la prise du pouvoir par Hitler avec le concours, ça pourra se discuter, des industriels et des banquiers allemands. En 2019, un livre tout à fait intéressant sur la guerre des pauvres, qui sera finaliste de l'International Booker Prize, qui est consacré à la révolte paysanne menée par Thomas Münzer dans le sud de l'Allemagne au début du XVIe siècle. Et puis une sortie honorable en 2022 qui évoque la longue guerre d'Indochine, 1946-1954, qui se termine avec la défaite de Dien Bien Phu et qui continue, pourrait-on dire, pas pourrait-on dire, c'est la vérité, avec la guerre du Vietnam menée par les Américains. Je vous ai mis en citation le résumé qu'en donne Nathalie Chrome dans Télérama. Je ne le lirai pas. Je vous y renvoie. La question qui se pose maintenant, pourquoi le choix d'un tel sujet? Éric Vuillard a dit beaucoup de choses là-dessus. Je fais une remarque adjacente. Ces romans contemporains ressemblent beaucoup à l'art contemporain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les discours, ce que Genette appelait l'épitexte, les discours qui sont faits autour de l'œuvre, autour du récit,
importe autant, pas autant, mais importe beaucoup. C'est-à-dire, on se demande parfois où est la limite de l'œuvre, hein, comme dans une exposition d'art contemporain où c'est pas simplement un petit cartel, mais il y a toute une explication, etc. Donc, je m'appuie sur ce qu'il a dit, mais il l'a répété de multiples fois, sur ce qu'il a dit dans un entretien qu'il fait à Mediapart. Je me référais surtout à cela. Il dit qu'un jour, il a vu un petit film dans un catalogue, il a vu un petit film des films Lumière, où il a vu des enfants amanite ramassant des sapèques devant la pagode des dames. Et en effet, ce qu'il voit, c'est des enfants, des dames élégantes, qui lancent des pièces à ces jeunes enfants. Et dit-il que c'est quelque chose qui m'a poussé véritablement à écrire ce livre, à aller voir l'opposition qu'il y a entre l'aspect colonial et ce folklore, disons, indo-chinois, hein, ce folklore que l'on connaît bien, Pousse-Pousse, Rizière, Palanquin, la belle vie des colonies, je mets des guillemets, on fait comme ça aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il existe réellement un contraste très fort entre ce qu'il va nous dire et l'espèce d'image que l'on a de l'Indochine. Hein. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu le film Indochine avec de Régis Barnier, pardon, 1992, avec Catherine Deneuve, Vincent Perez, Dominique Blanche, Jean-Yann. Belle histoire d'amour, même ce film m'avait un peu agacé parce que sur les plans, et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de voir des plans de rizières avec des Vietnamiennes qui plantent du riz, des belles couleurs, de belles choses, etc. Tout un folklore que nous connaissons bien. Pour ma part, je pense qu'un barrage contre le Pacifique ou l'amant de Marguerite Duras n'est pas, comment dire, insensible à ce charme, toujours entre guillemets. En ayant discuté avec des gens qui avaient assisté à mon atelier, certains m'ont rapporté que dans leur famille, il y avait des anciens militaires qui avaient participé aux colonies au Vietnam, et c'était toujours des discours, des récits folkloriques, comme la vie était belle, là, ou comme les femmes amanites étaient très, très, très belles, comme c'était bien, etc. Il y a tout un folklore sur cela. Et évidemment, Vuillard va détruire cette image-là. Hein. En fait, il a choisi aussi ce sujet parce que c'est un sujet qui est méconnu en France. Conséquence de cela, c'est la citation 2. Hein. Il existe une sorte de carence dans le savoir, dit-il. Il y a eu très peu de choses intéressantes publiées sur l'Indochine. Cela a été préempté par l'extrême droite et même les témoignages vietnamiens sont très rares, très peu traduits. Il y en a 2 ou 3, pas plus, à part Ho Chi Minh et le général Giap. Hein. En effet, on peut s'étonner, il s'en étonne, du peu de place que cette guerre a dans les manuels scolaires, par exemple. Hein. Je me suis amusé à faire une petite recherche Google, ça vous arrive certainement comme à moi de le faire, et vous tapez Indochine Google et vous verrez que la première chose qui vous inonde, c'est le groupe Indochine, le groupe de musique. Hein. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais la guerre d'Indochine arrive très, très, très tard dans le listing. Hein. Alors que cette guerre a fait autant de morts pour les Vietnamiens que la guerre de 14 pour les Français et les Allemands. Regardez ce qu'il écrit tout à la fin, il fait une petite note, c'est ma citation 3. Je reprendrai la note, c'est ma citation 4. Du côté de la France et des États-Unis, il y eut en tout, ça c'est dans le texte, hein, dans le récit, il y eut en tout 400 000 morts, si l'on compte les tirailleurs, les supplétifs indochinois, les troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Du côté vietnamien, la guerre fit au moins 3 600 000 morts, 10 fois plus. Cela fait autant que de Français et d'Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Donc on peut s'interroger sur cette censure, ce refoulé colonial. Hein, pourquoi cela? Ensuite, dit-il, il y a une actualité du sujet. Une actualité du sujet, dans le sens, c'est ma citation 3, où le refoulé revient, évidemment, le colonialisme hein, revient et il participe de notre actualité. Donc,
Vuillard s'empare de ce sujet. Il écrit des romans à sujet. Vous savez qu'on distingue des romans à sujet. C'est des romans, pardon, des récits à sujet. C'est bien un récit à sujet. Et il s'en empare. Pourquoi? Pas à cause de la carence du savoir, la violence terrible de cette guerre qui a été prolongée par les Américains au Vietnam, ces petites scènes devant la pagode et ces tragédies de cette guerre avec des millions de morts. Mettre un peu de clarté là-dessus lui semble nécessaire. Abordons le texte maintenant. J'aborderai ce que j'ai appelé les seuils du texte. En effet, un problème qui se pose pour tout écrivain, c'est de savoir comment le lecteur va entrer dans son texte. C'est quelque chose de très, très important. Comment on peut quitter notre monde pour s'immerger dans un texte. Et donc, c'est pour ça que je parlerai des seuils du texte. Je n'ai pas besoin d'indiquer, je ferai souvent référence aux travaux de Genette sur cela. J'essaierai de regarder les choses de près, parce qu'ils nous disent beaucoup de choses déjà. Les seuils du texte, je parlerai d'abord du paratexte, le titre, une sortie honorable. Titre assez paradoxal, assez énigmatique, connoté militairement. C'est aussi le titre d'une section du livre. Je n'appelle pas les chapitres. Je les numérote pour ma part. Elles ne sont pas numérotées dans le livre, qui s'appelle une sortie honorable. Citation 5. Et puis de l'âtre mourut. Il fallait trouver autre chose. Pour l'expression qu'on entendait le plus, la réplique qui revenait souvent, la petite rengaine qu'on s'orinait sans cesse parmi ce qu'on baptiserait de nos jours les éléments de langage, c'était l'espoir d'une sortie honorable, soulignée par l'auteur. J'insiste toujours parce que j'y reviendrai, mais je les noterai au fur et à mesure, de nos jours, les éléments de langage. C'est comment son texte, à vocation historique d'une certaine façon, est inscrit aussi dans notre actualité. À l'époque, on ne parlait pas évidemment d'éléments de langage. Ai-je besoin de dire aujourd'hui que c'est une scie? On va retrouver la même chose dans une visite à Matignon, page 98, citation 6, où le président du Conseil dit au général Navarre, il faut trouver une sortie honorable. C'est la citation 6, je n'insiste pas. Le titre, c'est donc une citation des paroles dites. En fait, le vrai titre, j'ai envie de dire, il est à la fin du roman. Quand je dirais roman, vous me pardonnerez, j'entends récit aussi chaque fois. C'est pas un roman. À la fin à la fin du livre, littéralement, où on va parler de déshonneur. C'est page 75. On va abandonner les colonies et ça risque d'être le déshonneur. En fait, une sortie honorable ou le déshonneur, mais le déshonneur est implicite, bien évidemment. Ensuite, il y a une photographie. Je vous l'ai mise sur mon exemplier. Je ne sais pas si tout le monde a l'exemplier. Éventuellement, je montre la photographie, si jamais vous la voyez. Voilà. C'est une photographie. Qui est ce personnage avec une porte-cigarette, etc. Si on regarde sur le rabat de la couverture, toujours les seuils du texte, on apprend que c'est Jacqueline et Christian de la Croix de Castres, le 11 septembre 1954. De Castres était le colonel de Dien Bien Phu, promu général à l'époque, pendant la guerre, et on le voit là, en 1954, en septembre 1954, il vient d'être libéré par les Vietnamiens, 4 mois après son incarcération. L'importance des photos ici, je pense que c'est vraiment tout à fait important, je reviendrai. Et qu'est-ce que nous dit cette photographie? Elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit évidemment que ce roman, décidément, ce récit, ce sera un récit dans lequel on trouvera beaucoup de portraits que je qualifierais d'étopés tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Et puis, en prenant la distinction de Barthes dans La Chambre claire entre le studium et le poctum, évidemment, le studium, c'est De Castres et sa femme qui sourit, qui
son prix, là, qui viennent accueillis, bien évidemment. Hein. Je n'insiste pas, je reparlerai de sa femme. Mais si on regarde le punctum, c'est-à-dire ce détail, comme dit Roland Barthes, ce détail qui nous pointe, j'ai rappelé pour s'en souvenir, dans ma citation 7, ce que dit Barthes de cela. Hein. Eh bien, ce que nous dit la photographie, dit Roland Barthes, citation 7, c'est que la photographie nous dit « ça a été hein, ». Ça a été. C'est-à-dire, c'est une revendication dès le début, par cette photo, qu'il va nous faire un récit qui est lié à un référent. Il y a une coupure ici chez Vuillard, on a fini de l'écriture intransitive, de l'écriture formaliste, dirait Geffen, à juste raison. C'est une littérature qui vise un réel, qui vise quelque chose. On peut l'appeler une littérature du réel ou une littérature transitive. Regardons la C4, toujours dans les seuils du texte. Si vous tournez la C4, c'est-à-dire l'envers du livre, vous voyez qu'il n'y a pas de résumé du livre, mais que c'est une citation. Une citation de l'intérieur du livre, je l'ai dit, je vous l'écris en 8, voilà. C'est John Forster Dulles qui visite Paris et qui propose, donc c'est dans le chapitre Les diplomates, qui a cette conversation. Je lis. Et si je vous en donnais 2, lui lança-t-il. De quoi, répondit le ministre français, Bidault, hein, il a une réunion avec Bidault, interloqué, incapable de faire le lien entre la conversation diplomatique, somme toute assez classique qu'il menait à propos de Dien Bien Phu, et cette question à la tournure tout à fait saugrenue. 2 bombes atomiques, précisa le secrétaire d'État américain, page 136. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez comment c'est très actuel. Hein. Je pense que Vuillard ne le savait pas à l'époque, mais nous pouvons le rattacher, bien évidemment. C'est-à-dire que nous lisons toujours par rapport à notre actualité. Hein. 136, quoi. Cette situation saugrenue, quoi. Hein. Il faut dire, je reviendrai peut-être là-dessus, que les Dulles, c'est quand même de sacrés personnages. Hein. Aux États-Unis, je vous rappelle que son frère était en même moment le directeur de la CIA. Et le livre va montrer qu'ils sont responsables de la mort de Lumumba, pour lequel, dit Vuillard, on n'a pas de photo. On n'a pas de photo. Vous voyez le rapport entre la photo, etc. Donc la photo, ça a été le réel, et parfois, il manque une photo. Et donc, il faut raconter, il faut faire récit. Voilà. Sous-titre rématique, récit. Pas roman, bien évidemment. Mais pourquoi récit? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, le terme récit ne signifie pas, en termes linguistiques, si vous voulez, l'opposition récit-discours de Benveniste ou récit-histoire, narration chez Genet. Ça signifie, c'est quasiment un genre aujourd'hui. Hein. Récit, ça signifie une certaine brièveté, mais ça signifie aussi quelque chose. Certes, ce récit va se lire comme un roman, il y a une certaine facilité de lecture, c'est certain, mais c'est un récit au sens où on va incarner quelque chose, on va incarner une histoire. Hein, et en même temps, on va refigurer une carte du sensible. Alors, une carte du sensible. Donc, je n'ai pas le temps de m'appesantir sur ça, mais en citation neuve, je vous ai mis ce que Rancière appelle la refiguration de la carte sensible. C'est-à-dire que le projet du récit, c'est peut-être de nous faire voir, percevoir, savoir les choses tout à fait différemment. Hein. Et comme dit Rancière, l'homme est un animal politique parce qu'il est un animal littéraire, parce il donne un sens aux mots, hein, et il reconfigure ce qui est dissible, ce qui est visible, ce qui est appréhensible, bien évidemment. Hein. En fait, la littérature peut-être consiste à brouiller notre vocabulaire dit naturel. Je vous renvoie à la citation 9.
L'incipit est tout à fait intéressant. Hein. J'appellerai ici incipit, pas simplement la première phrase, mais le premier chapitre. Hein, le premier chapitre, la première section, si vous préférez, un extrait confidentiel, un rapport de l'inspection du travail. Hein. C'est la citation 10, hein, c'est la citation 10, c'est le début. Hein. Cette première section est tout à fait intéressante parce que elle ne se situe pas pendant la guerre d'Indochine. Hein, pendant la guerre d'Indochine, elle se situe le 25 juin 1928, où l'on a deux inspecteurs du travail qui visitent les plantations de Michelin au Vietnam. Et là, qu'est-ce que nous allons voir? Il est dit dans ce début que on découvre un guide touristique qui permet d'aller au Vietnam et de poser des questions, de parler avec les autochtones. Et le vocabulaire que Vuillard lit dans ce guide touristique, ça rejoint un peu l'opposition que j'ai fait tout à l'heure entre l'image que l'on a et ce que la réalité l'a vraiment surpris. On apprend évidemment là quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que ce que les Français apprennent quand ils vont dans cette colonie, c'est des expressions comme va chercher quelque chose, prends ceci, fais ceci, c'est-à-dire une langue de la domination, une langue de la domination, hein, qui est tout à fait intéressant, me semble-t-il, sur la suite de notre réflexion, bien évidemment. Hein. Voilà. Et peut-être que ça va nous dire une des fonctions de ce récit, c'est peut-être changer notre vocabulaire, ne plus avoir cette langue de domination. C'est pour ça que il me semble que ce premier chapitre est tout à fait intéressant. Le deuxième chapitre, l'autre seuil du texte, si je puis dire, c'est la fin du texte qu'on appelle explicite ou désignite, hein, comme vous voulez, peu importe ici. Et j'ai presque envie de dire, si vous prenez les deux bornes du texte, vous avez ce que j'appelle l'effet Lucky Luke. Je ne sais pas si vous lisez des bandes dessinées comme Lucky Luke. Il y a toujours ce problème de comment s'introduire à l'intérieur d'un texte. Hein, comment s'introduire à l'intérieur. Vous vous souvenez que tous les Lucky Luke commencent comme ceci. On voit Lucky Luke arriver dans une ville. Comme le lecteur entre dans la bande dessinée, Lucky Luke entre dans une ville. Nous aussi, quand on entre dans le texte de Vuillard, comment on y entre? Par une visite que l'on pourrait faire en Indochine. On entre dans le texte comme les visiteurs entraient, allaient en Indochine. Et dans les bandes dessinées de Lucky Luke, comment la dernière image, vous en souvenez, n'ayez pas peur, je ne vais pas chanter, c'est Lucky Luke qui s'en va, il quitte la bande dessinée, hein, il quitte la bande dessinée comme nous quittons le texte, hein, comme nous quittons le texte. Hein. Il en est de même ici, puisqu'à la fin du texte, on nous parle de l'année 1975. Vous voyez, il y a une espèce de rupture chronologique, mais c'est très important. C'est la débâcle des Américains au Vietnam. Vous avez tous vu ces images, hein, la fuite de Saigon, les hélicoptères, hein, c'est des images bien connues. Hein. Et on peut lire, c'est la citation 11, dans l'espérance dérisoire d'une sortie honorable, il aurait fallu 30 ans et des millions de morts, et voici comment tout cela se termine. 30 ans pour une telle sortie de scène du théâtre de la guerre. Le déshonneur eût peut-être mieux valu. Le dernier mot, c'est le déshonneur. Linz, page 80. Hein. Donc, c'est pas une sortie honorable, mais comme je l'ai dit, un déshonneur. Hein. Voilà. La structure du texte, je passe à une autre chose, la structure du texte, j'irai très très vite. Hein, j'irai très très vite, parce que je voudrais insister sur d'autres aspects. Je vous renvoie là au document que je vous ai donné. Hein, c'est le petit schéma que vous avez, un petit tableau que vous avez, je pense que c'est le 12, hein, je pense que c'est ça, oui. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux,
où je montre que c'est un texte qui est très structuré. On reviendra sur ça. On a reproché à Vuillard, et ça m'a aussi fait penser à ce débat qu'on a sur Annie Ernaux aujourd'hui, où des gens disent elle n'écrit pas, c'est pas une littéraire, on reviendra sur ça, etc. Il y a eu des choses scandaleuses qui ont été écrites sur elle, mais on pourra y revenir une autre fois, si vous voulez. Et de Vuillard, on dit, bon, mais tout ça, c'est pas de l'écriture, etc. Il refait de l'histoire, il réécrit de l'histoire, etc. En fait, quand on regarde, j'essaie de vous montrer que les seuils du texte sont quand même très travaillés. Je le montrerai sur d'autres passages, mais la structure du texte est très travaillée, hein, très travaillée. Hein. Si vous regardez un petit peu le tableau que je vous ai donné, vous verrez que on a une structure qui est assez intéressante, où on passe toujours donc, premier chapitre, je dirais chapitre, on a avant la guerre, ensuite on a pendant, et on va avoir une alternance, en gros, champ politique, champ militaire, hein, constamment, hein, on va passer de l'un à l'autre, et les deux ayant quelque chose de tout à fait intéressant dans ce texte, ils sont à la fois différents et en même temps, ils sont le miroir de l'un à l'autre et avec les banquiers. C'est-à-dire qu'on alterne et en même temps, on dit qu'ils ont des liens très très forts. On le montre très très fortement. Il y a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Donc, cette espèce de structure où il y a un rythme de lecture, un rythme au niveau thématique. Hein, un rythme au niveau thématique, mais aussi un champ militaire avant, après, les deux bornes, avant la guerre, après la guerre, à l'intérieur, champ militaire, champ politique, champ banquier, le tout se mélangeant, se répondant, jouant des contrastes, hein, jouant des contrastes. Donc il y a une section qui se termine avec l'horreur de Dien Bien Phu, hein, où les gens meurent, hein, les gens meurent comme du bétail, hein, comme du bétail. De Castres se terre dans son bunker, hein, dans son bunker. Le chapitre se termine et on passe à un chapitre où il y a un conseil d'administration de la Banque d'Indochine. Je me suis toujours posé pourquoi ça s'appelait la Banque d'Indochine. J'ai compris grâce à Vuillard, d'une certaine façon. Et donc, on a ce contraste entre l'horreur de la guerre et de l'autre côté, si vous voulez, les banquiers qui se félicitent de ne pas avoir et de s'être retirés, de retirer leur vie de l'Indochine, quoi. Cette tranquillité qu'il y a de choses. La guerre et Madame de Castres, Madame Navarre, c'est le général en chef qui était nommé après la mort de Delattre et qui, elle, fait sable le champagne à Paris. Vous voyez, il y a toujours des jeux de ce type. Ensuite, mais là, je n'aurai pas le temps de le faire, bien évidemment, ça demanderait d'ailleurs une étude très, très précise, toujours dans mon objectif de dire que c'est bien un récit littéraire. Il faudrait voir d'une façon très, très simple ces espèces de rythmes, chapitres courts, chapitres longs, comme on passe d'un thème à l'autre. Hein. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant là-dessus. Hein. Et enfin, je reviendrai là-dessus, c'est peut-être que montrer que le fait colonial est un fait social total, hein, pour reprendre une expression de Marcel Mauss sur laquelle je reviendrai. Et sur laquelle je vais dire tout de suite des choses. J'en arrive à cette question coloniale. Hein. Pour Vuillard, la colonisation est un fait social total. Hein, un fait social total. Hein. Il y insiste, il le dit, hein, etc. Ce qui m'a paru intéressant, d'aller chercher ce que Marcel Mauss appelait un fait social total. On le comprend véritablement, hein, quelque peu. C'est ma citation 13. Hein, hein. Que le fait social soit total ne signifie pas seulement que tout ce qui est observé fait partie de l'observation, mais aussi et surtout que dans une science où l'observateur est de même nature que son objet, l'observateur est lui-même une partie de son observation.
Alors ça me semble intéressant. Ça me semble assez intéressant. Un fait social total, c'est donc la liaison du militaire, du politique, de la finance, du collectif et du singulier, et la présence de celui qui raconte, la présence de celui qui raconte. J'aurais bien aimé vous parler du superbe texte de Benjamin qui s'appelle Der Erzähler, le raconteur, où il redit un peu la même chose, hein, sa présence, bien évidemment, et une présence qui est une présence physique, hein, c'est-à-dire que le jeu va s'y mettre, hein, va se mettre dans le texte. Hein, et je pense que c'est la définition, et Viard insiste à juste raison, de ce que c'est qu'un fait social total, et très important là-dessus. Et puis, c'est un fait qui se dénie, se cache et persiste. Hein. On a des exemples dans ce texte nombreux. Hein. Citation 14. Hein. Ça y est, Delattre a réussi à placer ce mot essentiel. Delattre, c'est le général. Hein. Indépendance. Et cela sans que l'expression guerre coloniale n'ait eu besoin d'être prononcée. C'est toujours souligné, je le signale chaque fois, par l'auteur. Je ne sais pas si j'aurais le temps de dire, une des présences de l'auteur, c'est bien évidemment les italiques. Hein, les italiques. Hein. Moi qui ai beaucoup travaillé sur Gracq, je sais un peu ce que veulent dire les italiques, hein, bien évidemment. Ici, elles sont superbes, hein, superbes. Hein. C'est-à-dire ça, cette présence dans l'écriture, hein, cette présence de l'écriture, une des dimensions du fait social selon nous. Alors, on pourrait, je vous ai énuméré plusieurs choses, mais je vous raconte ça rapidement, si vous voulez. Il y a une scène qui est superbe, c'est la scène des gens qui vont inspecter les plantations Michelin. Et à un moment donné, ils entrent dans une plantation. Et qu'est-ce qu'ils voient? Tout va bien. Et puis, il y en a un, Delamarre, il s'appelle Delamarre. Alors, j'ai cherché pour ma part, c'est les vices du chercheur, hein, si ces gens existaient véritablement. Hein. Ouais, puis, pardon, excusez-moi, Viard, quand il cite des noms, ces noms existent. Il y a bien eu une inspection. Hein. Il est fait véritablement une recherche là-dessus. Eh bien, à un moment donné, il voit un cagibi qui est fermé, il demande qu'on ouvre le cagibi, et à ce moment-là, il entend des gémissements, et comment dire, il dit ouvrez, alors on n'a pas la clé, tout ça, je vous passe, si vous avez lu, vous voyez un peu ces choses-là, et on ouvre et on voit un Vietnamien attaché, hein, les mains liées avec du fil de fer, battu apparemment, etc. Et donc il est choqué, hein. Et là, un des chefs se précipite, le prend par les cheveux et dit pourvu qu'il ne se soit pas mutilé. C'est-à-dire que le Vietnamien en question, sa faute, ce serait de s'être mutilé volontairement pour ne plus travailler. Il y a une espèce de renversement de l'horreur. Ici, c'est la citation 15, hein, vous lirez. Je lis simplement la dernière phrase de Vuillard. Prière voulait-il laisser croire que l'homme avait été attaché ainsi pour son bien, hein, pour son bien. Hein, voilà. Thème aussi qui est abordé sur la colonie, c'est que le risque, il y a un grand débat parlementaire, est-ce qu'il faut abandonner nos colonies, hein, abandonner nos colonies? Est-ce qu'il faut faire la paix au Vietnam? Et vous allez voir comme ça résonne à nos oreilles. Il y a Herriot, je reviendrai sur Herriot, hein, qui dit véritablement, qui fait un discours sur la naissance de l'Union française, hein, et il a ce mot-là, ces citations 16. La conclusion de quelque nous donnions l'égalité des droits au peuple colonisé, nous serions la colonie des colonisés. Aujourd'hui, bien évidemment, hein, le risque de l'immigration, vous entendez ce discours, c'est que nous viennent de la colonie de nos anciens colonies. Vous voyez ça sur mes titres, hein, c'est comment nos glorieuses batailles, hein, se transforment en société anonyme. Quoi. En fait, il montre que Caoban, tout ça, ce sont des batailles pour défendre des sociétés minières, les sociétés d'étain du Tonkin, etc. Hein. Citation 17. Et pourtant ne pourrait-on pas à son tour la bataille de Ninh Binh, rebaptisée
italique toujours, bataille pour la société anonyme des gisements aurifères d'Oabine. On comprendrait mieux la fureur des combats, hein, souligné par l'auteur toujours, hein, que les batailles qui se font là-haut, c'est au nom de ces sociétés, du charbonnage de Dontrieux. Et là, il va très très loin. Hein. Les comptes des sociétés, charbonnage de Dontrieux, compte numéro 38056. Vous voyez qu'il y a une recherche historique chez Vuillard. La seule différence, j'aurais pas le temps de le dire avec un historien, c'est qu'il ne met pas une note dans laquelle il dit où il a trouvé ce compte. Donc, je ne peux pas aller vérifier, hein, ce qui est une pratique des historiens. Mais on reviendra sur ça. Hein. Se trouve à la Banque d'Indochine, 96 boulevard Haussmann à Paris. Il y a une véritable volonté de faire histoire. Hein. Et puis le racisme. Hein. Le racisme était là, sous ses yeux. Hein. Voilà, la vérité est là sous les yeux de Delamarre, de ses contrôleurs. Hein. Mépris de classe. Hein. Voilà. Il y a un député qui se présente, qui est communiste, et un autre député s'étonne qu'on puisse s'adresser comme ça. Monsieur le Président, vous avez des égards pour Monsieur Tillon, pour Monsieur Tillon, plus que pour Monsieur Capitan. Ce qui en bon français veut dire, ajoute Villard, vous avez plus d'égards pour un communiste que pour un membre du RPF. Ce qui en vieux français veut dire, vous avez plus d'égards pour un ancien ajusteur que pour un professeur de la faculté de droit de Paris. Déjà là, à l'époque, c'est plus des professeurs de lettres, hein, il faut être professeur de droit. Hein. Ce qui, dans la langue de Molière, veut dire, vous avez plus d'égards pour un pecno que pour l'un des nôtres. Hein. Bon, humour décapant, ravageur. Hein. Vous verrez pour Herriot, quand il ferme son veston, il y a une comparaison que fait Vuillard, je sais pas, etc., qui est de sa veste, très différent de la blouse des ouvriers. Le racisme, hein, dans la langue de domination, j'en ai déjà parlé, hein, chez Michelin, on applique les recettes de Taylor, quoi. Hein, voilà. Hein. Le coulis qui se pend ne serait rien d'autre qu'un homme d'intelligence, d'un travailleur moyen, dressé au travail le plus répétitif, oui. Mais il semble, pourtant, malgré sa mentalité inférieure, à supporter la monotonie de la répétition. Hein. Voilà. Hein. Il y a un député kabyle qui parle, on se moque de lui. Les députés sortent, hein, on ne l'écoute pas. Hein. Quand revient Daniel Meyer, les députés reviennent. Hein, les députés reviennent. Des choses de racisme. Hein. Delattre, hein, de Tassigny, hein, citation 20, je vous les résume. Hein. Il est interviewé aux États-Unis. On lui demande, mais est-ce que vous prenez un contingent vietnamien, hein, contingent vietnamien. Il dit oui, ce sont de très beaux soldats, très bons, ils sont volontaires. On pourrait en faire des parachutistes. Ils sont tellement maigres, tellement légers qu'ils n'atterriraient pas sur le sol. Et il rit, il trouve que c'est un bon mot. Donc vous voyez cette espèce de racisme qu'il y a, bien évidemment. Hein. Navarre, quand il prend conscience que Guiap est en train d'entourer Dien Phu, il dit, mais ouais, mais on l'a éduqué, il a fait nos écoles, il a appris la stratégie dans nos écoles, hein, et peut-être qu'il n'aurait jamais fallu leur apprendre à écrire, ces gens-là. Hein, voilà. Hein. Alors, il y a hein, vraiment un régime d'historicité que nous montre Éric Vuillard ici. Je prends le terme de régime de véracité dans le sens d'Hartog, bien évidemment, hein, que je déclinerai très rapidement. Dans une rhétorique de la dissimulation, hein, il y a des dénégations, il y a des discours, des idéologies. Hein, on ne met pas les faits en avant, on le cache. Hein, cette rhétorique est tout. Il n'y a qu'un seul personnage par rapport à cela. Il nous raconte le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale où il y a véritablement, on ne veut pas voir les choses pour de multiples raisons, hein, etc. Le seul qui aura un discours de vérité, que j'ai appelé la parousia, en me fondant sur Foucault, c'est la parousia, c'est dire la vérité, mais en disant la vérité, bien évidemment, on prend des risques. C'est Mendès France. Il y a tout un passage sur Mendès France
je ne l'exposerai pas ici, ce serait bien trop long. Hein. Le seul qui va tenir un discours, c'est peut-être Mendès France. Et il en paiera puisqu'il ne sera jamais au pouvoir réellement, bien évidemment. Il y a l'habileté de jadis, Mendès France est très habile dans son discours. Alors là aussi, Vuillard fait œuvre d'historien parce qu'il nous rapporte, sans nous indiquer, journal officiel, page 375, etc. Il nous rapporte le discours, il cite, hein, véritablement. Et il y a l'habileté de Mendès France. En gros, Mendès France dit, écoutez, on a tous besoin de notre argent, on est près de nos sous. Pour gagner au Vietnam, il faudrait mettre plus de militaires, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Donc, mes chers collègues, faisons la paix par économie. Il renverse le discours de la majorité qui est économique, hein, qui veut économiser pour les amener à la paix. C'est très, très bien fait. Hein. J'ai une partie qui s'appelle de l'étopée à la prosopographie. Devant vous, devant Cécile, je connais ses travaux, je ne vais pas développer ces choses-là. Vous êtes des stylisticiens très avertis sur ça. Mais je pense qu'on a affaire à l'étopée, à une prosopographie. J'ai donné des définitions. Hein, vous y retrouverez là-dedans certainement des choses que vous connaissez par cœur. Hein, j'ai cité Simmel parce qu'en fin de compte, c'est pas tout à fait la même chose qu'un portrait. Hein. C'est donner toute sa place aux subjectivités. C'est le but de Vuillard ici, donner toute sa place aux subjectivités. Hein. Et là, je vous ai cité un texte de Traverso qui me plaît beaucoup. Hein. Traverso, qui est un historien italien, c'est la citation 27. Hein, voilà. Pour comprendre le passé, il n'est pas nécessaire que l'historien le soumette à une investigation anesthésique. Hein. Dire les actions individuelles des protagonistes, hein, la force des sujets hein, collectifs en mouvement, hein, un compte rendu fidèle des batailles napoléoniennes, écrit Trotsky, se doit d'aller au-delà de la géométrie des camps, de la rationalité et de l'efficacité des choix tactiques et stratégiques de ces états-majors. Hein. Cet examen ne peut ignorer les ordres mal compris, l'incapacité du général à lire une carte, c'est le cas de Navarre ici, ou la panique, voire les coliques qui s'emparent des soldats. J'ai l'impression de retrouver le texte de Vuillard, là. Hein. Je ne sais pas, certains l'ont lu. Hein. C'est rempli de merde. Hein. Je vous rappelle que De Castres, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais De Castres n'ose plus sortir. Il chie dans son casque et il demande à son ordonnance d'aller le vider. J'ai l'impression de retrouver Traverso. Et ici, c'est ça que doit faire l'historien, bien évidemment. Et en ce sens-là, Vuillard fait, comment dire, œuvre d'historien. Hein. Et puis, je voulais m'appuyer, je ne sais pas si vous connaissez un philosophe qui s'appelle Francis Wolff, je veux dire que certains récits ne peuvent se faire qu'à la première personne, hein, dit-il, et je n'insiste pas là-dessus. Alors, on a une galerie de portraits que j'insisterai littéraire. Et là, je voudrais quand même montrer que c'est une écriture littéraire. Hein, une écriture littéraire. Hein. Alors, une galerie croquignolesque, hein, c'est vraiment les pieds nickelés. Hein, les pieds nickelés. Hein. Vous connaissez Philochard et Boublin, hein, Croquignol, elles sont absurdes, bien évidemment. Alors, les hommes politiques, hein, une véritable pièce de théâtre. On est donc à l'Assemblée le 19 octobre 1950. Les discours sont reproduits, hein, avec des descriptions, voilà, théâtre, citation 28. Cette fois, les applaudissements sont vides, prolongés, à droite, au centre, comme à gauche. Hein, tout le monde dit, on va gagner, hein, la droite, la gauche, etc. Hein. C'est un succès, souligné par, c'est moi qui souligne. La pièce de théâtre devait tenir, et en effet, elle restera à l'affiche encore 4 ans. Quelle ironie hein, de Vuillard là-dessus. Alors, Frédéric Dupont, hein, Frédéric Dupont, Dupont des Loges, il l'assassine, hein, Frédéric Dupont des Loges, vous le connaissez, ceux qui habitent Paris peut-être l'ont connu très longtemps, hein, très longtemps. Hein. Il a tout été, quoi, tous les partis, tous les députés, ministres, etc., etc. Hein, que ses collègues appellent par dérision Dupont des Loges. Hein. Alors, pourquoi? Et là, il y a une digression, l'art de la digression de Vuillard. En fait, il nous rappelle qu'il y avait le préfet Chiat,
Chiappe, hein, qui avait renforcé sa police en incorporant des gens douteux, des bandits, des gangsters, etc. Et il avait réservé les loges des concierges à, aux femmes de ces personnes-là, hein, parce qu'elles peuvent voir les choses, elles peuvent donner des renseignements, etc. Et donc, c'est les loges des concierges, quoi, hein. Et Frédéric Dupont est appelé Dupont des loges, hein, véritablement. On a vraiment un portrait littéraire, une écriture. Par exemple, citation 29, je n'ai pas le temps de la lire, hein. Par des petits gestes, il nous dit, il remonte son bénard, hein, avant de parler. Oh, lisons le début quand même, c'est trop beau, hein. Mais ce 19 octobre 1950, Frédéric Dupont est à l'un de ses sommets de sa carrière. La guerre d'Indochine le place au premier plan. Il est le Félibrige de l'Empire et l'avocat de notre armée. Un P de lumière fuit la verrière. Les rédacteurs se succèdent discrètement autour de la tribune. Dupont remonte son bénard. Décidément, le sur-mesure n'est plus ce qu'il était. Il referme le deuxième bouton de sa veste. La coupe indulgente à son embonpoint s'assure qu'elle n'a pas été meurtrie par la promiscuité et se râgle la gorge. Frédéric Dupont se cramponne au pupitre. Il y a du monde dans l'hémicycle, les loges se remplissent, des camarades l'encouragent. D'une main soigneuse, il s'éponge le crâne, battant des rappels de ses rares derniers tifs. Il se lance follement dans sa diatribe. C'est moi qui souligne. J'attire tout de suite votre attention, j'aurai pas le temps d'insister, comment tout ça est raconté au présent, hein, au présent. Présent de narration, mais d'autres effets, véritablement. Il nous implique, hein, là-dedans. On passe du jeu au tu, la théâtralisation, le langage populaire. Je voudrais vous donner une impression de lecteur, hein, uniquement une impression de lecteur. Ce qui m'a arrêté dans cette lecture, c'est le mot félibrige. J'étais assez arrêté sur ça. Je ne connais pas ce mot. Hein, je ne connaissais pas ce mot. Hein. C'est un mot rare pour moi. Et donc, je suis allé voir dans le dictionnaire, hein, qu'est-ce que ça voulait dire. Hein. Et félibrige, et c'est là que je vois qu'il y a une écriture littéraire, hein, une écriture littéraire véritablement chez Vuillard. Hein. Si vous regardez dans le dictionnaire, j'ai été voir dans le Trésor de la langue française, Félibre, c'est un auteur de langue provençale, hein, moderne, véritablement. Félibrige, c'est une association littéraire qui défend la langue mistrale, la langue provençale. Hein. Que vient faire le provençal? On est tortueux, hein, parfois, comme le lecteur. Dans ce bon parisien, comme Frédéric Dupont. En plus, il s'appelle Dupont. Je ne sais pas si vous voyez un peu les choses. Hein. Qu'est-ce que vient faire là-dessus? On sait que c'est un grand admirateur de Chiappe. Le texte nous le dit. Hein, un grand admirateur de Chiappe. Je vous en ai parlé. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Dupont des Loges. Hein. Qui c'est Chiappe? Chiappe soupirait sous la lampe, le texte nous écrit, soupirait sous la lampe de chevet à la trame d'imaginaire amour, qu'évoquait Maurras. Ah tiens, Dupont, Chiappe, Maurras, dans ses rêveries provençales. Et les rêveries provençales sont soulignées par l'auteur. Donc ces échos, ce que Queneau a appelé ses rimes intérieures. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Queneau qui dit le roman, le récit, je dirais, il est très proche de la poésie. Il a des rimes, mais c'est des rimes de situation, des rimes intérieures, hein, bien évidemment. Donc, vous voyez le lien qui se fait entre, comment dire, ce provençal, ce félibrige qui nous renvoie à la Provence, à Chiappe, à Maurras, au provençal. Hein. Je vous rappelle aussi que quelqu'un de célèbre, qui a fait sa guerre en Algérie, trouvait que l'art par excellence, c'était le tissu provençal. Voilà, hein, la vraie France. Hein. Et puis, vous permettez, au niveau de la connotation, j'emploie le terme de connotation au sens de Prieto. Les Prieto, les connotations, c'est les associations de mots que l'on peut faire. Hein. Dans le provençal, bien évidemment, hein, donc le fébrile, c'est celui qui défend la langue d'oc, et je ne peux m'empêcher d'entendre Occident dans la langue d'oc. Hein. Au début,
doc, hein, c'est défendre l'Occident, vous savez. Et puis, il y a le contraste, toujours j'insiste sur l'écriture qu'il y a ici, avec Bénard. Personnellement, je ne connaissais pas le mot Bénard. Hein. Donc, vous voyez, je suis ni, parce que Cécile voulait me présenter, je suis vraiment un homme sans qualité, aurait dit Musil. Je ne connais ni le langage précieux, à savoir Félibrige, ni l'argot. Hein. Voilà, je suis bien donc sans qualité. Un Bénard, hein, c'est un mot vieilli, ça veut dire le pantalon. Je sais pas, j'emploie jamais ce mot, mais je le découvre ici. Hein. Euh, mais c'est aussi le sceau, le niais, l'âne, Bénard, vous savez, il y a une espèce de jeu de mots qui est le titi parisien. Hein. Les connotations que je trouve assez falsards, bien évidemment. Hein. Et là, il y a quelque chose de très important, me semble-t-il, dans l'écriture de Vuillard. Vous vous rappelez, Wittgenstein dit à un moment donné que le propre du langage, sauf dans la logique d'un Protagotus, mais laissons ça de côté, c'est ne pas de dire, mais c'est de montrer. La force du langage de Vuillard, c'est peut-être la force de la littérature, c'est pas de dire, mais c'est de montrer. Hein. Et là, on le voit remonter son Bénard, on le revoit très très bien, hein, me semble-t-il. Hein. Alors, je vais passer très très vite parce que j'ai peur de passer mon temps. Je sais pas, vous m'accordez encore un quart d'heure, Cécile? Je vous entends pas. Oui, je compte. Et Cécile, vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Quand vous voulez, vous faites stop. On fera le cessez-le-feu quand vous voulez. Hein. Voilà. De toute façon, si certains d'entre vous le désirent, je peux leur envoyer mon document. Parfois, c'est pas très écrit. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de coquilles, vont permettre, vous les corrigerez vous-même, vous verrez l'ensemble de l'argumentation, bien évidemment. Alors, il y a Max Brusset. Ah, c'est quelqu'un de bien, Max Brusset. Hein. Euh, il s'oppose à la fin du discours de Mendès France, il crie, c'est un comble, hein, c'est un comble. Oui, parler avec l'ennemi, donner l'indépendance à l'Indochine, hein, bien évidemment. Hein. Sa femme Marie est une Valérie Radeau, l'orgueil de la bourgeoisie. Hein, hein, voilà. Hein. Le petit Max, citation 30, le petit Max, le gamin de Neufchâteau, se retire au fond de son costume. J'adore cette expression, se retire au fond de son costume. On le voit là, hein, toujours le présent, on le se voit, derrière sa cravate marron et son col trop blanc, tandis qu'il rumine dans l'arrière-boutique. Alors, et ça, il est habitué à ça, Vuillard. Il y a une petite parenthèse, in cauda venenum, autrement dit son âme, l'arrière-boutique, autrement dit son âme, toujours italique. Hein. Je ne sais quelle maladie fait farouchement, livide, ergotant des mots secrets, fielleux, triste et fielleux. Il se gratte les roustons sous le pupitre et après un petit quart d'heure de sieste. Oh là là, cette grande bourgeoisie franc-comtoise est assassinée là. Un portrait d'Édouard Herriot, vous connaissez, je ne sais pas hein, si certains d'entre vous connaissent bien Lyon, hein, il a vécu à Lyon quasiment des mers, je ne sais plus, pendant 40 ans, etc. Comme dans beaucoup de villes, comme à Metz, ma ville, on a eu un maire, député, ministre pendant 35 ans, c'est le même. Hein, je veux dire, il y a des gens qui sont nés, ils sont réveillés à 35 ans, ils avaient toujours le même maire. Et Rio, c'est la même chose. Il a été de toutes les chambres, etc. Hein, 31, je vous lis très rapidement. Hein. Il était midi 15, le président reboutonna sa veste, comme les hommes d'affaires et les policiers sont accoutumés à le faire par une sorte de réflexe conditionné. Les ouvriers, les employés des postes, les cheminots, les grutiers ne reboutonnent jamais leur veste. Ils foutent les mains dans leurs poches, sur leurs hanches et laissent les ailes de leur tablier couvrir leurs coudes. Mais les hommes d'affaires et les politiciens ont depuis toujours un problème de bombement. J'adore, hein, de gidouille. Uburois. L'âge est en partie responsable, mais le salaire et les pourliches, les gracieusetés sont la principale cause de cette difformité. 37-38. Ça me fait penser à mon petit Bourdieu, hein, l'exis, l'habitus incorporé. Hein, hein. Denis Meyer fera la même chose. Il reboutonna sa veste, opposée au geste des ouvriers. Hein. Ils vont déjeuner chez Rollet. Lisez ça quand ils vont déjeuner chez Rollet. C'est 32. Hein. Vraiment très très bien. Hein.
Et il va poser son baba entre les sens du fauteuil. Vous voyez, toujours ça. Hein. Le morceau du repas d'Herriot près de la chambre est magnifique. Hein. Toujours l'actualité, ça m'a fait penser à Chirac et sa tête de veau dans les restaurants. Quoi. Je veux dire, on y pense à ça. Alors, Maurice Violette, toute une section, la section 7, lui, consacrée, le caïd de l'Eure-et-Loire. Hein. Voilà, hein, c'est le caïd. Hein. C'est un Charlemagne de bureau de tabac, le grand homme de Châteaudun, un administrateur colonial progressiste, hein, comme le fut en un temps Maurice Violette. Hein. René Mayer, hein, c'était un homme large d'épaules, grand en femme, un homme d'affaires en politique, souligné par l'auteur. Alors, les diplomates, c'est la même chose. Henri Cabot-Lodge, hein. Peut-être, Voilà, diplomate américain. Raymond, pourrions-nous avancer, comme il nous reste plus beaucoup de temps, avancer Oui, jusqu'à l'ironie et à la satire? d'accord, Vous ayez je le temps de saute. nous Donc, il y parler a, de ce procédé. d'accord, hein, d'accord. Bon, vous vous doutez bien qu'il y a d'immenses portraits, là, hein, d'immenses portraits, l'ironie et la satire. Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein. Voilà. En Hein. fait, j'aimerais bien que vous ayez le temps de parcourir un peu tout ce que vous avez préparé, mais sans forcément détailler tout. D'accord. Hein. Et ce serait Bon. bien, oui. Bon, là, j'ai prouvé que je m'appuie sur le texte, si vous voulez. C'est ça que je voulais prouver. C'est un peu le reproche qu'on peut nous faire. Hein. Donc, l'ironie et la satire, vous l'avez déjà vu dans les portraits, bien évidemment. Hein. Donc, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ironie et satire, parce qu'il y a l'emploi de l'argot et du langage familier, toujours en décalage, bien évidemment, en décalage. Hein. Euh, Camille Laurence, dans Le Monde, n'a pas trop aimé. Bon, je ne sais pas pourquoi. Moi, je crois comprendre pourquoi. Hein. Euh, Elle dit que c'est pas de bon aloi. Bon, bref. Aussi par le montage. Vous suivez mon plan par le montage. J'ai déjà dit ça. On monte véritablement à Violette opposée à Madès France, la boucherie de Die Bienfu et évidemment Madame Navarre qui sable le champagne à Paris. Hein. Voilà. Hein. Vous lirez les 40, 41, 42. Hein. Voilà. Hein. Sur le conseil d'administration, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc c'est continuellement comme ça. Hein. Il y a une importance de se moquer, de nous faire voir les choses, etc. Alors la guerre, je passerai très très vite sur la guerre, si vous voulez. Die Bienfu nous est décrit, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Hein, c'est pas l'essentiel. Hein. C'est décrit dans des petits chapitres, hein, où on nous décrit cette erreur de Navarre, bien évidemment, hein, et qui sont, comment dire, détruits carrément et doivent se rendre. Hein, je l'ai dit, c'est une défaite de l'armée française, hein, véritablement. Et il y a quand même une chose qui est écrite, page 126, l'armée nationale, je cite, pas un groupe de colis attaché avec du fil de fer. C'est-à-dire que le premier chapitre, vous vous rappelez, qui se passait en 1928, qui était la visite des inspecteurs du travail, on revient à fil de fer ici. C'est-à-dire qu'on avait vu des colis attachés, bien évidemment. La chute de Saïgon, je ne passe pas. Hein. Alors, je faisais une petite excursus sur la représentation du passé et présentification du passé. Je saute, c'est un petit aspect théorique, je ne peux pas m'en empêcher, hein, sur ce que j'appelle, je me fonde sur Sartre, sur l'imagination. Hein, je dirais aussi, je vais très très vite maintenant, mais on pourra revenir si vous voulez, que c'est un récit dialectique. Et j'emprunte cette image, j'emprunte cette expression à Walter Benjamin, où il parle de l'image dialectique. Et sur le concept d'histoire, etc. Hein. L'image dialectique, citation 12 du Berman, me semble-t-il, ou de Vuillard, sont des images qui sont en tension entre le présent et le passé, hein, qui sont entre le présent et le passé. Et si on a tension entre le présent, le passé, l'histoire, notre actualité, et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important. J'avance. Et en fin de compte, c'est pour ça que je dis que c'est un récit dialectique au sens de Benjamin, bien évidemment, hein, au sens de Benjamin. Hein, ne pas tomber dans l'histoire, comme disait Nietzsche, monumentale, hein, la glorification des grands hommes. C'est pas ça. Au contraire, les grands hommes ici sont rabaissés, sont éclatés. Hein,
véritablement, ni l'histoire antiquaire de nos collègues, souvent historiens. J'ai une collègue historienne qui assiste à mes ateliers et je suis parfois désespéré. Elle ne peut pas comprendre qu'on ne doit pas lire ce roman comme si c'était un livre d'histoire. Hein, voilà. Mais là, il y a peut-être une erreur, et puis c'est pas tout à fait ça, etc. Hein, et toujours être, comment on peut se moquer, il faudrait écrire Navarre, etc. C'est pas le rôle du littéraire, bien évidemment, mais ce que Nietzsche appelle une histoire critique, hein, qui est celle de la vraie vie. Citation 13. Et puis la citation de Marc Bloch aussi, la solidarité des âges. C'est-à-dire ce que, hein, je veux dire, c'est une belle expression de Marc Bloch. C'est-à-dire que ce que montre le récit, c'est cette solidarité des âges. C'est-à-dire que le présent, le passé, 50, notre actualité, tout ça entre ici, hein, véritablement, notre présent ici. Hein. Écoutez, à un moment donné, Vuillard écrit que, je ne sais plus, c'est voilà, elle nous dit que tel député s'occupait de la revue des deux mondes. Hein. Voilà. On nous indiquant d'une certaine façon que cette revue a toujours été généreuse. Je donne un exemple, ironie, etc. Qui ne se souvient pas de Fillon et de Pénélope travaillant à la revue des deux mondes? Je vous ai mis, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, citation 48. Aussi, toujours dialectique, discordance des temps grammaticaux. Le temps du récit, pévéniste, imparfait, passé simple, présent, présent historique, mais aussi présent de narration, hein, présent de narration, hein, qui est aussi une présence. C'est pour ça que je parle de présentification, bien sûr. Usage du nous, hein, usage du nous inclusif, nous exclusif, je donne des citations, hein, et qui est souvent problématique. Quand un Navarre ou un militaire dit nos armées, est-ce que je m'inclus dedans, moi, lecteur de ceci? Bon, des questions, hein, bien évidemment. Hein. Et l'usage du on, hein, qui ferait crier souvent des grammairiens, hein, l'usage du on, et on passe du nous au on, bien évidemment. Hein, qui est ce on? Présence des allocuteurs, pardon, le narrateur, hein, est toujours présent ici. Hein, voilà. Le narrateur, pardon, est toujours présent. Citation 54, hein, vous savez, le polémiste. Donc, vous savez, il s'adresse véritablement à son lecteur, là, hein, du narrateur, bien évidemment, explicite, je l'ai dit, par les italiques, les anaphores. Je n'ai pas le temps, j'aurais bien aimé, hein, dans un milieu de stylisticiens, parler des anaphores. Il y en a énormément, des listes, bien évidemment, qu'il y a aussi. La liste est bien une présence, hein, d'un discours qui se dit possible et impossible en même temps. Hein, et donc, je passe rapidement là-dessus, mais vous pourrez regarder ça de plus près si vous le voulez. Hein. Alors, Cécile, vous m'accordez encore 5 minutes? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, j'arrive à mon moment de réflexion parce que je pense que c'est un récit pensé aussi. Hein, voilà. C'est la question de la littérature et de l'histoire. Hein. Évidemment, vous avez l'œuvre de Vuillard est continuellement liée à cela. Hein. Et il y a eu des réserves, hein, des historiens là-dessus, hein, sur l'écriture de ces littéraires. Alors, réserve des historiens, vous vous rappelez la polémique qu'il y a eu sur Jan Karski quand il a écrit la polémique contre Yannick Enel sur son Jan Karski, hein, où on a dit que c'était pas normal de faire parler Jan Karski, etc. Hein, bien évidemment, je ne reviens pas, vous connaissez ça. Et puis Paxton, vous savez, le grand historien américain, a fait une diatribe contre l'ordre du jour en disant que Vuillard se trompait, que les industriels n'avaient pas mis, je vais très vite, les nazis au pouvoir, etc. Il y a eu quelque chose là-dessus, hein, bien évidemment. Hein. Je dirais plusieurs choses là-dessus. Je répondrai à ça. Je dirais que plutôt que l'histoire, je préfère parler d'opération historiographique. Hein. Dans mon plan, Michel de Certeau, hein, je reprends ça. Hein, je reprends ça à l'histoire, qu'est-ce que c'est? L'opération historiographique, c'est le produit d'un lieu institutionnel
Je veux dire que un historien écrit dans un lieu institutionnel, université, hein, ça va de soi. Un écrivain n'écrit pas dans le lieu institutionnel qui est l'université. Il écrit dans un lieu institutionnel qui est l'édition, la littérature, et c'est en ce sens-là que c'est intéressant. Et ce n'est pas nécessairement, j'avais envie de paraphraser, l'histoire est peut-être trop sérieuse pour la laisser simplement aux historiens. Regardez ce qu'écrit de Certeau, 56. Un événement n'est pas ce qu'on peut voir ou savoir de lui, mais ce qu'il devient est d'abord pour nous. C'est peut-être de ça que s'emparent les écrivains, que s'emparent les écrivains. Un événement n'est pas ce qu'on peut voir ou savoir de lui, pas seulement, mais ce qu'il devient est d'abord pour nous. Alors, une pratique, deuxièmement, une pratique médiatisée par une technique, entre autres les archives. J'ai fait toute une liste des archives qu'emploie, des citations qu'emploie Vuillard. On voit qu'il a fait un véritable travail. Parfois, il ne dit pas. Par exemple, pour le portrait de Frédéric Dupont, il dit j'ouvre un livre pour le décret. On aimerait bien savoir quel livre. C'est ça la différence entre le littéraire, si vous voulez, et l'historien. L'historien mettrait sa source directement, bien évidemment. Pour la généalogie des deux Castres, il parle d'un livre de Pierre Burla-Brun, Héraldique et généalogie. Donc, il s'appuie sur des choses. Évidemment, il s'est appuyé sur le journal officiel du Parlement pour écrire ce qu'il a fait. Et troisièmement, l'histoire est une écriture. L'histoire est une écriture, bien évidemment. Une écriture en miroir, où elle montre sa fabrication, bien évidemment, mais aussi une écriture performative. Performative. Là, j'aurais bien aimé parler du perlocutoire, mais on ne reviendra pas. Bien évidemment, on n'a pas le temps de faire. En fait, quand Boucheron, un jour, dit quelque chose d'intéressant là-dessus. Vous savez, dans sa petite émission sur France Inter, où il est un moment d'histoire, je crois que ça s'appelle, il dit à un moment donné, mais les récits littéraires, qu'est-ce qui... Bon, on peut dire qu'ils ne sont pas exacts, ils ne participent pas à l'institution historique, mais ils posent des questions. Comment faire histoire? Ils posent des questions aux historiens. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant. Et puis, je pense aussi une écriture qui fait tombeau. Vous connaissez bien ce terme-là, bien évidemment, qui fait tombeau, tombeau pour les morts. Vous avez les millions de morts, mais aussi qui fait une identité narrative collective. Je reprends le terme d'identité narrative, bien évidemment, à Ricoeur. Lire ce texte, c'est participer à la construction de notre identité, en opposition avec d'autres récits, bien évidemment. Alors, je vais montrer d'une certaine façon que les reproches des historiens sont souvent, à mon avis, malvenus en employant le terme, en employant la notion de régime de vérité différent. La littérature et l'histoire n'ont pas le même régime différent, mais c'est Foucault, mais c'est aussi Latour avec les modes d'existence, où il montre que le mode, puisqu'on a beaucoup parlé dans l'anthropologie des modernes, bien évidemment. En fait, le littéraire écrit dans les plis de l'histoire. C'est ce mot-là, je l'emprunte à quelqu'un qui a écrit dans Un attendant Nado, je ne le retrouve pas, en Hugo Pradel, c'est dans la citation 59. Écrire dans le pli de l'histoire, il rivalise pas avec le discours d'histoire, c'est un discours autre. Donc, avec tout l'apport de l'imagination, vous trouvez continuellement dans ce texte, j'imagine, je ne sais pas pourquoi, dire les pensées intérieures, pendant qu'il y a je veux dire, si vous l'avez lu, Navarre, quand il est pas très content, en tous les cas, il comprend qu'il a fait une erreur, il erre dans son parc et on entre dans la tête de Navarre. Ça, c'est un privilège de la littérature. Vous savez, Doric Kahn le dit, peut-être Doric Kahn dit une chose tout à fait intéressante.
Elle dit, contrairement à Hamburger qui essaie de trouver, en Bourget, qui essaie de trouver des indices de la fiction, elle dit que le rôle de la fiction, j'ajouterais du littéraire, c'est de pouvoir entrer dans la pensée des gens, quoi. Et là, on n'hésite pas. Ce sera le cas aussi du banquier Minos à la fin. Alors, j'ai noté, apporter des preuves, apporter des preuves. On dit, il n'apporte pas de preuves, hein, etc. Hein. Je vous rappelle que Mauriac, je retrouve une phrase de Mauriac, à propos de la guerre d'Indochine, donc ça m'a fait tilt, dans l'Express, voilà ce qu'il écrit, des preuves, on n'a jamais de preuves. Et il met point d'exclamation quand il veut dénoncer la guerre, hein, bien évidemment. Hein. Et quand on manque d'archives, eh bien, on est littéraire, on raconte, hein, on raconte, hein, on imagine. Hein. Alors, Il faudrait conclure, Raymond. je termine, je conclus. Hein. Je conclus, je dirais que voilà. Je dirais tout simplement, excusez-moi d'avoir été trop long, hein, je conclue en disant que si j'avais à qualifier Éric Vuillard, je ne le qualifierais pas comme historien, je le qualifierais, et j'emploie ce mot à Patrick Boucheron, comme doubliographe. J'aime bien cette expression, doubliographe. Hein, qu'on n'oublie pas, hein, qu'on n'oublie pas, hein, ne pas oublier hein, ce qu'a été la réalité de la guerre d'Indochine, bien évidemment. Et puis, je le qualifierais réellement comme un véritable écrivain. J'ai essayé de le montrer par des petits détails. Hein. Il fait littérature, bien évidemment. Hein. Alors, il fait littérature. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Raymond. Merci pour ce très beau travail, très, voilà, très détaillé. Et on a vraiment hâte de pouvoir vous lire pour pouvoir rentrer pleinement dans le détail de cette fine lecture que vous nous en proposez. En tout cas, un très grand merci pour ce travail.